Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la conclusion du cours sur la politique. Alors première chose, je vous rappelle que la conclusion, c'est pas un résumé de ce que vous avez fait, c'est la réponse à la question qui a été posée. Hein, donc vraiment, pensez-le comme ça, et effectivement, les différents éléments importants de votre parcours peuvent être rappelés, mais pour bien rappeler comment ils ont collaboré à la réponse à la question. Je vous le dis voilà, vous allez pour l'immense majorité d'entre vous faire des études supérieures et vous aurez sûrement des travaux de rédaction de temps à autre. Voilà, gardez ça en tête, hein, c'est important pour que ça ait du sens. Alors, notre conclusion. Donc on s'était demandé de quelle justice l'État était-il capable. Bon bah maintenant on peut répondre qu'il est capable de garantir les conditions de la recherche de la justice. Il ne pourra jamais garantir une justice absolue, mais il pourra au moins garantir ces conditions-là. En effet, il est impossible de dire que tout État est tyrannique et injuste, hein, du seul fait qu'il dispose d'une importante force de coercition, ou qu'il soit simplement capable d'une justice d'apparat, de pacotille. L'État est bel et bien capable de se soumettre au droit, de tirer son identité de la garantie des droits fondamentaux des individus. Il peut assurer une certaine justice dans les procédures, il peut poser des garde-fous pour limiter les éventuels abus, et il peut même s'intéresser à la juste répartition des biens sociaux, pour assurer l'effectivité de la justice entre les citoyens. Je vous rappelle que c'est ce qu'on avait vu avec Rawls. Donc l'État, évidemment, il est capable, il a des outils juridiques pour garantir une certaine justice dans les relations entre les hommes, quand il y a des différends entre les hommes, et même quand il y a des inégalités entre les hommes. Alors, cela dit, vouloir réduire la justice à une simple procédure, à un simple encadrement de l'État, c'est-à-dire réduire la justice à une justice institutionnelle, au fond, eh ben c'est rater l'essentiel. La justice, c'est pas qu'une simple procédure, c'est une vertu individuelle qui demande du jugement. En matière de justice, il n'y a jamais de réponse toute faite. Il n'y a jamais une procédure automatique qui va dire ça c'est juste, ça c'est injuste. Et il est nécessaire à celui qui va être juste de prendre ses responsabilités. C'est d'ailleurs en grande partie le fait de les prendre qui rend juste, même si on se trompe à la limite. La justice, c'est un mystère. Il n'y a rien qui peut vraiment venir garantir de l'extérieur que ce qu'on a fait était juste. C'est pas inscrit dans le marbre de l'univers. Il y a un moment, il faut le décider, il faut l'inventer, il faut finalement prendre à sa charge la responsabilité de définir ce qui est juste. Donc non seulement aucun État n'est capable d'une telle justice, parce que finalement l'État, c'est simplement un espèce d'outillage juridique, légal et voilà. Mais il serait extrêmement dangereux de croire que l'État puisse le faire, ou de vouloir essayer de rendre l'État capable d'une telle justice, parce qu'au fond, ça déresponsabiliserait le citoyen. Ça lui ferait croire qu'il existe cette justice toute faite et qu'il n'a pas besoin de s'en occuper. Donc voilà pour ma réponse à cette question. Donc en un mot, l'État est bien capable d'une justice procédurale, et d'une justice procédurale vraiment juste, mais ça n'est qu'une justice procédurale, ça n'est qu'une justice institutionnelle, et ça ne dispense jamais le citoyen de réfléchir à ce qu'est la justice et d'assumer ses décisions. Voilà pour ma réponse. Alors je fais une petite synthèse qui me semble nécessaire, parce que le cours était très long. Alors on a vu d'abord 3 définitions vraiment importantes de l'État. On a une définition un peu minimale, c'est l'État régalien, c'est ce qu'il faut pour qu'une institution puisse s'appeler un État. Et il y a quelques caractéristiques principales, c'est assurer la sécurité, intérieure et extérieure, par éventuellement la police et l'armée, promulguer des lois, et rendre la justice à partir de ces lois. Certains ajoutent aussi mettre à disposition des citoyens une monnaie pour que les échanges commerciaux puissent avoir lieu. Donc vous voyez, cette justice, cette définition de l'État peut s'appliquer à n'importe quel État, de la pire des tyrannies à la plus libertaire des démocraties, du Tibet à l'Arabie Saoudite, en passant par, la France et tous les pays d'Amérique du Sud. Voilà, n'importe quel État a des fonctions régaliennes, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un État régalien. Ensuite, on a vu une deuxième définition qui justement permettait de faire le distinguo entre les tyrannies et les régimes
les régimes voilà, plus libres. Et cette distinction, c'est un outil juridique qui s'appelle l'état de droit. C'est ce qui fait qu'un état n'est pas une tyrannie. Ce qui permet de distinguer un tyran d'un président, c'est que l'état est lui-même soumis au droit. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il n'est pas au-dessus des lois comme le tyran qui peut voilà, inventer ce qu'il veut, qui est juge et partie voilà, quand il rend la justice. Donc la soumission de l'état de droit au droit est garantie de diverses façons. Ça, vous l'aviez vu dans le Grand 2 Petit 2 avec Rousseau. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous vous en rappelez plus. Ça permet de garantir les droits fondamentaux des individus. Comme ça, on est sûr que voilà, l'État ne bafoue pas les droits principaux des individus. Enfin, on a vu une définition un petit peu maximale de l'État, qui n'est pas juste une protection juridique du citoyen, mais qui est une tentative pour intervenir dans la vie collective et essayer de la rendre meilleure. On a appelé ça l'État-providence. C'est un modèle d'État qui est apparu au XXe siècle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France. C'est l'État qui s'occupe aussi des prestations sociales, des prestations culturelles, des prestations de santé, qui finalement intervient aussi dans l'économie, par exemple, en achetant des parts de marché sur le marché de l'électricité, du transport, etc., etc. Et donc, il a une vocation, comme son nom l'indique, providence. Vidéo, ça veut dire voir pro à l'avance. C'est-à-dire à prévoir et à organiser collectivement le bien-être des citoyens par son intervention dans les différents secteurs de la vie humaine, et en particulier pour faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités entre les citoyens. Donc c'est finalement une conception assez maximaliste ou maximale de l'État. Il n'y a pas beaucoup d'États qui sont des États-providence. Et c'est finalement quand on considère que l'État doit beaucoup intervenir. L'État régalien, c'est vraiment le minimum d'intervention pour qu'un État soit un État. Le providence, c'est le maximum d'intervention, si vous voulez, qui fait que qu'on peut imaginer pour un État. Alors donc c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la mesure où il intervient pour réduire les inégalités souvent, mais il y a une contrepartie, c'est qu'on a beaucoup accusé ce modèle-là, je vous le rappelle, d'être paternaliste, de s'occuper de la vie des citoyens à leur place, sans qu'ils aient l'opportunité de réfléchir par eux-mêmes, et du coup d'infantiliser un petit peu le citoyen. Alors ensuite on a vu cette distinction très importante entre le légal et le légitime. C'est deux façons de définir la justice, soit tout simplement par la loi, soit par la raison, et on a vu que ça pouvait entrer en conflit. Ce que la loi dit ne nous semble pas toujours juste, et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on a de bons arguments pour refuser la loi. Alors, on va aller un peu plus dans le détail maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu de très important dans chacune des parties? Alors, dans la première partie, on a vu que l'État ne semblait capable que d'une justice de façade. Alors, le premier argument qu'on avait donné, c'est que de toute façon, la justice, c'est pas vraiment son but. Son vrai but, c'est de se perpétuer lui-même. C'est ce qu'on a vu avec Machiavel, et c'est ce qui permettait aux souverains, aux princes, de se dégager de toute question morale. Le seul truc vraiment important, c'est la perpétuation de l'État. On a vu ensuite avec Pascal que, au fond, la raison de ça, c'est que on n'était pas capable de se mettre d'accord sur la justice. Et la seule chose qui vraiment pouvait mettre tout le monde d'accord, c'était la force. Et que du coup, n'ayant pu faire que la justice soit forte, on a décidé que le plus fort s'appellerait le plus juste. Voilà. Et du coup, au fond, on en est réduit à une justice de façade, parce qu'au fond, c'est la seule chose c'est la manière la moins pire pour l'État de rendre la justice et de permettre une certaine forme d'ordre et de sécurité. On a vu ensuite que, effectivement, quand on essaie de discuter ensemble de la question de la justice, comme on le fait en démocratie, très souvent ce qui se passait, c'était la flatterie, c'était la persuasion, c'était la petite manipulation, et que en fait, on n'appelait pas juste ce qui était vraiment juste, mais juste ce qui nous plaisait, et que quand et que du coup, si c'est le plaisir qui guide la décision sur la justice, on était condamné à l'injustice, et c'est pour Platon une des conséquences naturelles du régime démocratique. Et enfin, on avait vu avec Milgram que croire que parce que la loi n'était pas que loi, mais était aussi légitime, au final, ça conduisait à une forme d'obéissance aveugle et de renoncement à l'intelligence. Il n'y a rien de pire que de croire que l'État n'est pas capable que d'une justice de façade. Il faut être capable de garder une forme de recul et d'esprit critique vis-à-vis de ça. Alors ensuite, on a critiqué
brusqué ce grand 1, et on a vu que quand même l'État était capable de bien plus qu'une justice de façade, à condition qu'il s'en donne les moyens, et en particulier les moyens juridiques. On a d'abord vu la tentative de Platon de définir un État bon, voilà, par l'idée d'harmonie, je reviens un peu là-dessus. On a surtout travaillé, et c'est ça qui, je pense, un des textes les plus importants, c'est le texte de Rousseau, qui définit l'état de droit. Où là, on a vraiment l'appareil juridique qui permet de définir enfin les conditions procédurales pour un État, pour pas trop abuser de son pouvoir et être authentiquement juste, en assurant la liberté des citoyens. Ça, retravailler ce texte-là, c'est le plus important, de très loin. Il est vraiment très beau en plus. Donc voilà, avec cette idée très forte que la démocratie, c'est pas je t'embête pas, tu m'embêtes pas, c'est je désire ta liberté parce qu'il n'y a que à cette condition-là que je m'émancipe moi-même. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable ce texte-là. Ensuite, on a vu un peu plus concrètement que l'État était aussi capable d'assurer une justice sociale. Et là, j'en ai profité pour vous présenter un petit peu les grandes lignes de la théorie libérale et de la théorie socialiste. Et la solution que Rawls apportait à ce problème. Voilà, il me semble que c'est un passage qui est vraiment important pour votre vie de citoyen et pour vous situer un peu dans le débat politique. Alors ensuite, dans la troisième partie, on a un petit peu vu les limites d'un État qui garantissait la justice. Parce qu'en garantissant la justice, finalement l'État pouvait, on faisait pas l'essentiel, et même ça pouvait même nous conduire à renoncer à l'essentiel. On a d'abord abordé ça à travers la question de la représentativité, en se disant mais il suffit pas de voter pour que l'État soit juste ou que la procédure soit juste. En fait, la manière dont on vote et le fait même de voter, c'est déjà une décision. Est-ce qu'on va voter avec un scrutin uninominal? Est-ce qu'on va voter de façon complètement proportionnelle ou en dégageant des majorités, etc. Donc en fait, c'est pas parce qu'on vote qu'on est dans un état juste. Il suffit pas de ça, il faut aussi réfléchir à la manière dont on vote, à comment on va voter, pourquoi, etc. Deuxième problème qu'on avait vu, c'était la question de la tyrannie de la majorité. Là, c'est vraiment l'État qui se retourne contre lui-même. Au moment où l'État réussit le mieux à garantir la représentativité et la justice de ses procédures, mais il suffit que la majorité soit idiote ou violente pour qu'on arrive à une situation absolument atroce et ubuesque où l'État va protéger la bêtise de la majorité. Et du coup, se poser vraiment une question de qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on n'est pas obligé justement de critiquer l'État alors même qu'il a tout fait pour que ce soit juste? Et enfin, dernier problème, c'est la question de l'interprétation de la loi. C'est que même quand l'État a tout fait pour que ce soit juste, et même quand les gens sont pas idiots, ils font des trucs vraiment justes, en fait, ça suffit pas. Il n'y a aucune procédure automatique qui va garantir la justice des relations entre les rapports humains. Il faut réfléchir. Il n'y a pas de vicariance du sujet, on dit, mais c'est-à-dire que le sujet peut jamais se déresponsabiliser complètement de cette question-là s'il veut être juste. Rien ne produira la justice à sa place, il est obligé de s'intéresser à ça, et on l'a vu à travers un exemple assez classique et intéressant d'interprétation du droit dans un cas particulier où tout le monde est d'accord sur ce qui est juste, mais personne ne sait quoi faire. Et je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Bref, j'espère que ça vous aura intéressé, et voilà, c'est un cours que j'ai fait pendant le confinement aussi, parce que ça a plus peut-être de portée pour votre avenir que simplement le programme, même si évidemment tout était au programme là. J'espère que ça vous aura autant intéressé à écouter que moi à le faire. Voilà, bonne journée à tous.